Ici Richard Cummings. J'ai vraiment un grand bonheur de vous recevoir à cette rencontre extraordinaire avec trois invités. Et cette rencontre se tient, se filme dans la maison de Félix Leclerc, ce grand chanteur, ce chantre du Québec, maison qui se trouve à Vaudreuil, au Québec. Alors, cette rencontre est là pour mettre en valeur, notamment, les œuvres de deux artistes du Québec, deux artistes multidisciplinaires. Il y a Anouchka Gravel. Galouchko. Galouchko, on entend la sonorité. Et Stéphane Daigle. Et qui, dans la vie, on peut dire aussi, vous formez non seulement deux artistes conjoints, mais vous êtes conjoints. Et on est mariés depuis peu. Depuis peu. Après 37 ans. Vous êtes, pour les fins de cette première entrevue, vous êtes ici à titre d'illustrateur de deux livres publiés par notre invité vedette, Marc De Smet. Bienvenue, Marc. Bien, merci. Donc, Marc De Smet, une très, très longue carrière de journaliste, un auteur prolifique et aussi éditeur, directeur. On parlera de tout votre pédigré un peu dans le cours d'une autre entrevue, mais pour placer les choses aujourd'hui, vous êtes ici en tant qu'éditeur des éditions du Relier et vous avez publié deux livres, respectivement le Taluik, qui est l'apprentissage d'un jeune chaman et qui a été illustré par Stéphane Daigle, et le second livre, Lettre à Éléonore, qui est illustré par Anouchka Gravel-Galouchko. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour ces deux livres et il y a une longue histoire à Taluik, ce jeune chaman, dont j'aimerais, grâce à toi, Marc, connaître un peu l'origine. Il y a une première version qui a été publiée vers quelles années? La toute première version, c'était 70, 69, 70. En fait, la première partie, il y a trois parties dans ce livre. Et la première partie, ça a été le premier texte que j'ai écrit, vraiment, en dehors de petits textes en prose comme ça. Et j'ai été tout d'un coup habité par ce petit personnage qui commence une initiation et qu'on envoie sous terre sur un fleuve déchaîné, une rivière déchaînée, un torrent déchaîné, et qui doit s'en sortir vivant pour espérer devenir chaman à son tour. Et donc cette plongée dans la terre qui ressemble un peu à la plongée d'un spermatozoïde à la recherche de son ovule, et en effet une initiation qui m'est venue comme ça et que j'ai voulu raconter et qui a été illustrée de différentes façons parce qu'il y a eu différentes éditions. Ça a été la première partie. Des livres pour enfants, enfin pour jeunes, qui ont été vite épuisés. La seconde partie a eu lieu quelques années plus tard. Je m'occupais d'une revue de voyage et j'étais fasciné par le livre d'Antonin Artaud, Voyage au pays des Tarahumaras, et j'avais envie d'y aller, comme je pouvais voyager dans le monde entier avec cette revue. Et j'y suis allé avec un ami ethnologue qui connaissait bien le nord du Mexique. Et nous sommes allés, nous avons loué un guide, une mule, il avait sa Winchester, il y avait son fils qui nous accompagnait, et on est parti dans les montagnes. Les Tarahumaras, c'est une tribu qui existe toujours, qui consomme des cactus, comme ils disent, la plante qui fait les yeux émerveillés, qui ont la particularité de marcher en poussant une balle, mais ça je ne le raconte pas dans le livre, en poussant une sorte de balle en bois qui les aide à faire des kilomètres et des kilomètres, parce qu'on a fait des kilomètres et des dizaines de kilomètres, et à chaque fois qu'on voyait une colline, on disait c'est bientôt l'arrivée, là ils disaient oui c'est juste derrière, puis juste derrière c'était encore un peu plus loin, etc. Et bon, on a surtout découvert la grande misère de ces gens-là, évidemment. On a goûté leur bière et pas d'autre chose, mais enfin disons que tout ça tombait dans une ère très psychédélique, les années 70, et que j'avais fait diverses expériences, et que ces diverses expériences m'avaient émerveillé les yeux, et en particulier avec la nature. Et la seconde donc partie, c'est l'homme-plante. La première partie, c'est l'homme-terre, puisqu'il va sous terre. La deuxième partie, c'est l'homme-plante, puisqu'il va à la rencontre avec des personnages, dont son maître chaman, etc., évidemment, qu'on croise, dont sa fiancée, etc. Il va à la rencontre des plantes.
pour écouter leur message. Et la troisième partie est arrivée une bonne dizaine d'années plus tard, après donc que j'ai rencontré un maître zen, des maîtres taoïstes, des maîtres tibétains évidemment, des tas de choses, que je me sois vraiment mis dans la voie spirituelle de façon forte, et que j'ai pratiqué des gymnosophies en commençant par le yoga. Gymnosophie, ça c'est un alors, la exercices. On verra, mais c'est les exercices pratiques qu'offre le yoga, le zen, le tai chi. C'est un vieux mot grec qui veut dire... en fait, les Grecs appelaient les yogis les gymnastes de la sagesse, les gymnosophes. Zoph, sagesse, gym, évidemment, gym. Et voilà, donc j'ai pratiqué plein de choses comme ça. Et la troisième partie est vraiment où il part à la rencontre des êtres humains et des animaux, donc de l'ère animale au sens large. Elle est vraiment baignée par tous ces enseignements que j'avais reçus, que j'ai essayé de synthétiser de manière plus simple possible, de façon à ce que tout le monde en prenne la substantifique moelle de manière très très facile. Donc la troisième partie, c'est l'homme incarné, c'est aussi Marc de Smet, puisque ce livre-là, Taoïque, c'est relié, Marc, à votre aventure personnelle. Donc les trois étapes d'initiation de Taoïque sont un peu en parallèle les vôtres. Oui, on peut dire ça, mais c'est une fiction. Donc c'est aussi quelque chose qui sort de moi et qui m'est quelque part étranger, quoi. Je veux dire, bon, les auteurs de fiction sont toujours surpris par leurs personnages. Moi, je suis surpris par le mien. Bon. Mais voilà. Et alors, ça a été publié, non illustré ce coup-là, par Albin Michel en 2001, si mes souvenirs sont bons, sous forme de petits romans. Et c'est ce roman-là que Stéphane a lu et qui m'a dit, en plein confinement, « Ah ben j'ai quelques dessins à proposer », j'ai vu les dessins, j'ai dit « Banco, on y va ». Et on s'est mis à travailler pendant le confinement, par mail, hein, puisque moi je vis en France et lui ici, à monter tout ça. Et Marie, mon épouse, qui me faisait en même temps la maquette, la mise en page de tout ça. Voilà, donc c'est une sorte d'aventure comme ça, merveilleuse. Et préalablement, il y avait eu la rencontre avec Anouchka, qui avait eu un coup de foudre pour un texte de Daniel Audier qui se trouve dans un petit livre dont elle dira 3 mots. La lettre à Éléonore, qui est une lettre à une petite fille. Et elle m'avait aussi proposé des dessins, et je m'étais dit, tiens, c'est trop joli, avec Daniel Audier qui est l'auteur, on en profite, on publie ça. Voilà. Donc tout ça a été concomitant, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment sorti les 2 livres à un mois près, hein, je dis à histoire de pas trop chaud. Voilà. Bon, alors moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour les 2 livres, pour ces 2 artistes. Et là, je vais voir, Stéphane, ton point de vue complémentaire, vu que Marc nous a très bien mis la scène, là, comment s'est fait les différentes vies d'édition de Taoïque. Toi, qu'est-ce qui t'a touché dans ce livre au point de vouloir offrir tes services pour en faire une version roman graphique? Ben, en fait, c'est parce que je voyais d'abord, parce que le conte est merveilleux, il y a quelque chose d'un peu fantastique, puis il y a quelque chose de très connecté à la nature, à l'environnement. Puis moi, je voyais dans ce personnage-là l'attitude parfaite de la personne qui est sur un chemin d'éveil. Son état de réceptivité, son désir de communier avec le monde, son immense ouverture, puis son statut dans son esprit d'élève face à la vie, mais aussi face au chaman qui lui apprend, puis son immense réceptivité, en fin de compte, je trouvais ça merveilleux. Puis je trouvais que moi, ça me parlait énormément. Puis en fait, comme artiste, c'est l'état qu'on doit chercher pour être capable d'entrer en communion avec le silence, avec ce qu'on appelle l'inspiration, les muses. C'est que finalement, bon, ben, moi aussi, j'ai eu une espèce d'identification avec ce personnage-là. Alors pour moi, d'abord, ça m'inspirait, puis ça m'était tout naturel de penser créer des images.
parce que le texte me parlait absolument merveilleusement. Quand j'ai vu les images que l'on voit présentement aussi, dans tout récit, surtout des images, un roman graphique, on projette de soi. Moi, j'ai vu, on projette des références, j'ai vu une sensibilité autochtone, même aborigène. On dirait que ça aurait pu être conçu par des gens d'Australie, les Premières Nations d'Australie, les aborigènes. Il y a une simplicité et une densité dans ton trait, Stéphane, qui est vraiment magnifique. Mais tu sais, l'inspiration de l'art des Premières Nations, pour moi, ça a toujours été là. Au moment de mes études universitaires, d'abord, j'ai passé la grande majorité de mon temps à l'université, j'ai passé à la bibliothèque, à découvrir de l'art visuel. Puis, en fait, les arts premiers, ça exprime de la plus pure façon la raison d'être de l'art. Ça communie, en tout cas, pour moi, c'est comme une communion parfaite, puis ça dit qu'est-ce qu'est l'art, qu'est-ce qu'est cette quête-là. Alors, pour moi, ça m'a toujours énormément inspiré, puis ça reste pour moi. Ça reste tout le temps parce qu'à chaque fois que je découvre une forme d'art première, qu'on dit aujourd'hui première, ben, j'y découvre quelque chose qui est proche de moi. On dirait que ça fait partie de toi vraiment, Oui, c'est de ça. tes fibres. Hein? Oui, c'est ça. Alors, peut-être ai-je eu des vies antérieures, sait-on jamais, mais peut-être aussi le fait d'être québécois, puis le fait qu'on soit encore, en tout cas, pour moi, que je me sente encore proche des Premières Nations, puis aussi, bon, l'art aborigène. Comme tu dis, l'art aborigène australien, moi, ça m'a toujours sidéré, ça me touche encore énormément. Alors oui, c'est des influences réelles dans mon travail, mais les influences sont plus vastes que ça. Mais cette partie-là existe effectivement. Là, tu nous mets en appétit, Oui. nous tous, nous toutes. On verra ça tout à l'heure Oui. dans cette rencontre qui émerge, là, d'autres éléments de ton corpus d'artiste, d'autres peintures, d'autres toiles. Je retiens le mot, l'art des peuples, l'art primordial. C'est ni primitif, ni les Premières Nations, mais c'est quelque chose de primordial dans ton dessin pour Taluik. Ouais. Il y a quelque chose de simplicité. Toi, c'est un peu ça qui t'a... Ah, ça m'a branché tout de suite. Ouais. Oui, hein? Ça m'a branché tout de suite. Tout de suite, on est parti dans l'histoire du noir et blanc avec plein de niveaux de gris. Donc ça a été un gros travail d'imprimerie que de tenir bien les niveaux de gris et que la machine nous bouffe complètement Ah, c'est difficile ces gris. d'imprimer. Donc, on est allé nous-mêmes sur machine avec Marie pour réussir les niveaux de gris. Puis c'était un choix comme ça, d'être dans une sorte d'épure, d'être dans une sorte presque de... Oui, tu parles amérindien bien sûr, mais aussi d'épure zen, pourrait-on dire, quelque chose qui tient du soumier aussi quelque part, quelque chose qui est une sorte de jeté et qui, qui rend un peu ce périple initiatique, puisqu'il s'agit bien de ça, plus présent dans le dépouillement et dans sa véracité. Alors c'est sûr, on aurait pu mettre de la couleur. À un moment donné, j'ai même regretté qu'on n'ait pas mis de la couleur. Puis Stéphane m'a dit non, écoute, c'est très bien comme ça, etc. Moi, j'ai été très heureux de cette exploration-là. Puis je trouve que pour le public, parce que Marc m'a dit, c'est un album qui s'adresse aux 9 à 99 ans. Alors là, pour moi, ça pouvait pas... Couleur, peut-être que ça nous aurait entraîné vers un public plus jeune, je ne sais pas, en tout cas. Mais moi, ça me paraissait comme une façon sobre et belle de présenter ce récit-là. Alors, merci. Merci de nous avoir donné un peu la création en coulisses de Taluik, là, à travers une collaboration pendant le confinement, mais une collaboration outre-frontières et sans frontières. Et on va explorer tout à l'heure, Stéphane, Oui, avec plaisir. les sources de tes inspirations, mais maintenant, je vais m'aller vers Anouchka.
Lettre à Léonore, c'est aussi parti d'un coup de cœur. Je remonte à l'écran, mais on va le revoir aussi. À partir d'un ouvrage de Daniel Odier. Le grand sommeil des éveillés. Oui. Le grand sommeil des éveillés. Daniel Odier, j'ai juste un petit croisement rapido. Toi, Marc de Smet, autrefois, dans les années débutantes de ton travail d'auteur, tu as fait un livre avec Daniel Odier sur les mystiques orientales. J'ai fait un livre, un essai sur les mystiques orientales qu'on avait fait tous les deux. Donc. Voilà, et après j'avais suivi un peu sa carrière de romancier et sa carrière d'essayiste, puisqu'il a les deux. Voilà. Donc il y a des croisants multiples. Je reviens là-dessus, ce livre-là. Qu'est-ce qui t'étend de Daniel Odier? Qu'est-ce qui t'étend parler pour proposer cette lettre à Éléonore? C'est drôle parce que j'ai l'impression que le maître zen, le Chan, du tantrisme cachemérien aussi maître, j'avais l'impression d'une grande familiarité avec cet homme-là. Bon, là, c'est personnel, mais j'avais l'impression que c'était une retrouvaille. Je ne peux pas expliquer, je suis très intuitive, puis je ne suis pas très intellectuelle, mais il y avait une retrouvaille émotionnelle. Et c'est pour ça que je me suis permis de lui écrire si spontanément, puis de lui présenter un peu ma démarche, quelques tableaux, d'images de tableaux, lui raconter un peu mon parcours, et ça a pris vraiment du temps avant qu'il me réponde. Quand il m'a répondu, il m'a dit « Excuse-moi, Anouchka », c'était dans mes pourriels, j'ai fouillé dans mes pourriels, j'ai trouvé ta lettre, et il dit « Je serais vraiment enchantée que ça prenne cette forme, que Lettre à Éléonore prenne la forme d'un album jeunesse. » Il dit « Tu as un beau parcours, c'est intéressant. » J'avais vraiment l'impression de connaître je ne peux pas expliquer une familiarité. Peut-être parce que j'ai fait du zen, peut-être, mais je me suis rendu compte dans des livres que j'ai illustrés par le passé, il y avait énormément de symboles, corps cosmique, tantrisme, union, yin-yang, puis j'avais pas beaucoup de connaissances, mais c'était intuitif, la conscience partout, dans les animaux, les fleurs, la nature, la conscience qui est pas séparée de notre esprit. Les choses à l'extérieur sont à l'intérieur. Intuitivement, je peignais comme ça, je dessine comme ça, j'avais pas toute cette connaissance. C'est pour ça que j'ai connecté de façon très naturelle avec Daniel. Et c'est très drôle parce que ça a pris de 2013 à 2020, ça a pris 7 ans avant que ça soit publié. Ça a été un cheminement, je te dirais, assez long. Des fois, je les tarabustais les deux en disant « Hey, vous ne me répondez pas! » Je vivais des fois, je disais « Vous êtes cruels, vous ne me répondez pas! » Puis là, moi, je leur expliquais tout ce que je faisais, parce qu'au début, je me suis dit « Je ne vais pas faire de l'illustration conventionnelle, je vais travailler la peinture. » Je travaillais avec le corps, étant donné que ça parle beaucoup du corps cosmique, du corps, de l'intelligence du corps. Alors, j'ai imprimé des amis, des enfants, mais je me suis rendu compte, après un certain temps, que ce n'était pas nécessairement des images pour le marché de l'illustration. Donc, ça a pris du temps. Ça a pris le temps que ça prenait pour que ça sorte, finalement. Oui, c'est ça, mais chaque livre a une sorte de vie très particulière. Ça peut parfois mettre des années de maturation, pourrait-on dire. Et c'est vrai que ce qui est merveilleux, c'est que tu as trouvé ce chapitre dans ce livre qui parle de beaucoup d'autres choses, mais qui est une vraie histoire. C'est-à-dire que c'est une vraie petite fille qui a envoyé à Daniel Odier, qui avait 7 ans et qui a posé des questions à Daniel Odier. Et qui a posé des questions à Daniel Odier. Et ça a fait un chapitre de ce livre. Et nous avons d'ailleurs envoyé ce livre parce qu'il l'a retrouvé un jour, elle s'est manifestée. Et nous lui avons envoyé le livre en disant maintenant c'est une jeune maman, et voilà. Et Éléonore et moi, on est rentrés en contact. Ah, voilà. Et puis là, maintenant, c'est une adolescente. Puis oui, c'est ça, adolescente. Elle dit, je suis célèbre. Elle dit, parce qu'elle était petite, elle avait 6 ans, puis maintenant, elle a 13 ans. Non 12-13 ans. Oui, c'est une ado, là. Bon, mais vous savez quoi? Peu importe l'âge, on va la rendre présente. C'est Éléonore qui a grandi, grâce à la voix d'Anouchka, qui va nous lire les 8 questions que posait Éléonore, âgée de 7 ans, à l'auteur Daniel Odier, et qui sont reprises dans ce livre, Lettre à Éléonore. Voilà, Anouchka, si tu peux nous lire ces 8 questions toutes simples d'une enfant de 7 ans, mais qui n'ont pas d'âge, ces questions. Dieu existe-t-il? Où est-il dans mon corps?
à quoi ressemble le cœur? Comment se fait-il qu'il soit si petit dans notre corps? Pourquoi n'ai-je pas un corps comme un arc-en-ciel? À quoi ça sert de vivre? Je n'ai que des soucis. Pourquoi aime-t-on? C'est quoi l'amour? Juste ça. C'est inspirant. Hein? En fait, c'est vraiment un cheminement qu'on peut faire, que tous peuvent faire. Donc, j'étais vraiment gâtée d'avoir des questions comme ça pour pouvoir, comme moi-même, grandir. Je me suis identifiée d'ailleurs à cette petite fille. J'étais de tempérament très rêveur. À l'école, j'étais très lente, je regardais par les fenêtres, je me faisais tout le temps remettre à ma place par le prof qui disait que j'étais nonchalante et tout. Et ça a été un baume sur le cœur, cette lecture. J'avais l'impression que j'étais comprise, qu'il y avait quelqu'un qui me comprenait, puis qu'on pouvait vivre à son rythme, qu'on n'avait pas tous la même intelligence. On pouvait avoir une intelligence sensible, une intelligence de contemplative, pas nécessairement une intelligence du cœur. Du cœur, pas nécessairement mathématique ou de mémoire, d'apprendre des choses puis de les retenir facilement. Donc, pour moi, ça a été un peu de la guérison. Ça a été de la guérison. Et donc, je m'identifiais à la fois à Éléonore, à la fois à Daniel Odier. Puis j'avais beaucoup d'attachements, puis lui ne répondait pas. Donc, ça m'a fait travailler moi-même sur mes attachements, mes projections sur les maîtres, parce que on a eu un maître zen pendant 10 ans, c'était un père pour moi. Donc, j'ai grandi à travers... et je te dirais que les questions encore me travaillent parce qu'il y a tellement de niveaux de lecture dans ces questions-là. Aux réponses et aux questions. Il y a tellement c'est tellement profond. Si on me demande de parler du corps de l'arc-en-ciel, moi, je ne serais pas capable d'en parler. Par contre, comme créateur, comme expérience, je peux parler d'intuition ou de choses qui sont vécues parfois de façon intuitive, mais je ne pourrais pas avoir de discours sur... Mais ça serait bien que Daniel y vienne et puis qu'il nous parle, qu'il fasse un enseignement à partir de la lettre à Éléonore. On a vu, on va revoir les images, là. En fait, c'est des peintures là, qui illustrent lettre à Éléonore. Oui, des peintures, mais certaines sur papier, certaines images sur papier, arche, d'autres sur toile. Ouais. Moi, ce qui me plaît beaucoup aussi dans votre démarche, Anouchka, et celle de Daniel, c'est qu'on a entendu les questions tout à l'heure, celle d'Éléonore, mais dans sa réponse, Daniel Odier, à Éléonore, que vous reprenez dans le livre, il y a une liberté de choisir ses réponses. Est-ce que je peux donner un extrait peut-être? Oui. Ah, alors, c'est Daniel Odier qui parle. « Chère Éléonore, voici quelques réponses à tes questions, mais il peut y en avoir d'autres. Toute ta vie, tu rencontreras des gens qui te diront des choses différentes. Chaque fois, écoute avec attention, mais laisse dans ton cœur un grand point d'interrogation. » Dans un monde qui, maintenant, est rempli de réponses toutes faites, on va dire même du packaging de sens, je trouve ça d'une grande sagesse de la part de Daniel pour répondre à une jeune enfant à l'époque, quelque chose qui dégage quelques espaces de liberté. Hein? Et laisse dans ton cœur un grand point d'interrogation. C'est beau. C'est sage. Magnifique. Laissez ouvert le questionnement. Il s'agit de ça, en fait. Pas nous museler. Pas museler, pas fermer, exact. Pas brimer, pas... Exactement. Voilà. Tu sais, Anouchka, pour rester dans la fluidité du moment présent, le jaillissement créatif, j'aimerais ça t'entendre nous raconter une expérience fondatrice et même très déstabilisante, mais qui a été ensuite canalisée dans certaines de tes toiles. Oui. C'était, je crois, dans les années 80. 86, quand j'ai rencontré Stéphane. Ah, à ce moment-là. Donc, dans la tradition venant de l'Inde, on appelle ça un éveil de Kundalini. Ça, c'est cette image que dans nos corps un peu plus subtils, mais aussi ancrés dans le corps physique, il y aurait ce serpent d'énergie psychique, énergie de vie, qu'on appelle Kundalini, qui s'est éveillé d'une façon
fulgurante. Fulgurante. Et très désagréable pour moi, merci. Mais ça m'a amené vers d'autres choses. Mais en fait, j'étais en train de peindre sur une grande toile blanche. Puis au moment où je projetais un coup de pinceau rouge, à l'intérieur de moi, il y a une explosion, c'est comme une bombe, là, il y a de l'énergie qui est montée, puis jusqu'à la fontanelle, puis qui a explosé, et je me suis retrouvée à flotter dans la lumière. Et j'écoutais des bols tibétains, mais je ne savais pas c'était quoi ces enregistrements. J'avais enregistré ça de chez un copain, là, sur des cassettes dans le temps, puis je n'avais pas noté. Je ne savais pas que ça stimulait les chakras, je n'avais aucune idée. J'ai eu tellement peur et je sortais avec Stéphane, on vivait ensemble depuis quelques semaines. J'ai dit à Stéphane, je perds mon âme, je suis en train de mourir, là, mon cœur s'emballait. Et là, il y avait des milliers d'images qui sortaient et c'était le feu. Je me voyais en Inde brûlée, des visions d'incendie. Et ça surchauffait, mon dos surchauffait, ma tête, je tremblais, j'avais froid et chaud en même temps. C'était vraiment très apeurant. Et Stéphane, il a été extraordinaire, tu sais, parce qu'il aurait pu penser que je suis folle, parce qu'on ne se connaissait pas depuis tellement longtemps. Il m'a rassurée, il m'a sécurisée. Je lui ai dit, adopte-moi. Je suis devenue comme un bébé. En tout cas, c'est très gênant. Tout ça, c'est la première fois que j'en parle comme ça. Mais finalement, ça m'a amenée j'avais des problèmes de digestion. C'était vraiment très difficile. J'avais peur d'aller au supermarché toute seule. Et j'ai une amie qui a dit, il y a une connaissance, une amie qui m'a parlé d'un magnifique ostéopathe. Tu devrais aller le voir. Donc, je vais le voir. Tu sais, je frappe à la porte. Là, il ouvre la porte, il me regarde. Je dis rien. Il me regarde. Il dit, vous avez eu des réseaux légèrement endommagés, madame. Est-ce que vous faites du hatha yoga? J'ai dit, pas du tout. Il dit, c'était votre entrée à l'université de la vie. Vous vous étiez pris pour votre forme. Là, il me dit ça comme ça. Là, on se regarde, puis c'est tellement étrange ce qui est arrivé. On a fait ça tous les deux. On a fait le gâchot. Et c'était un maître... Gâchot, qu'est-ce que c'est? C'est le salut zen. C'est le salut zen, l'union. C'est le salut que tu fais avant d'entrer en méditation et après la méditation, qui est un geste à la fois de respect envers toi-même et de respect envers les gens qui t'entourent, s'il y en a, et envers le cosmos entier. Voilà. C'est l'équivalent zen du namasté, peut-être indien. C'est une forme, bien sûr, mais c'est un geste qu'on retrouve partout, hein, dans le monde entier. Alors, merci. Merci de l'explication. Et si j'ai bien compris, toi, tu as posé ce geste-là envers ton ostéopathe? Ben, c'est arrivé comme ça, je ne peux pas t'expliquer. Il m'avait compris, tout ça, puis il a fait ça, puis c'est parti comme ça. Et, mais je ne vais pas raconter tous les détails tellement rigolos, là, mais en fait, il est devenu, durant 10 ans ou 12 ans, notre maître zen. Il faisait de l'acupuncture, il m'a suivi en acupuncture aussi, ce qui m'a beaucoup aidée, parce que je ne me sentais pas très équilibrée. Et on a déménagé de Montréal, on a laissé les amis, on a laissé... toute notre vie... Stéphane aurait pu enseigner à l'université, mais on a tout abandonné pour s'installer pas très loin du monastère à Saint-Jérôme, où on connaissait personne. C'est vraiment un bouleversement, c'est une secousse sismique, une explosion à la fois dans le corps, dans le psychisme. Tu disais, oui. J'ai l'impression de perdre mon âme. Comment ça s'est exprimé dans pas ton art? Parce qu'il y a plusieurs formes d'expression artistique chez toi, mais comment ça s'est canalisé? Parce qu'avant, je peignais je faisais des petits détails sur des papiers d'arche avec la gouache, puis c'était vraiment comme du travail de moine, de l'enluminure. On en retrouve un peu comme dans Lettres à Éléonore. Et après, je me suis mise à travailler avec les éléments, avec l'eau, le feu, avec le bois, puis je sculptais sur des grands panneaux, je les brûlais, on allait chercher des seaux d'eau. Il fallait tellement que je m'ancre. C'est une façon de m'incarner, parce que pour vous avouer, j'étais très fleur bleue avant. Et j'avais beaucoup lu de Krishnamurti. J'avais beaucoup contemplé la nature avant cette expérience de montée de Kundalini. J'avais quand même un bagage, mais j'étais très flottante, très fleur bleue. Et là, ça m'a vraiment permis de m'enraciner, de m'incarner dans la matière, de faire un pont entre le ciel et la terre, et de réaliser que les éléments sont à l'intérieur de nous, le feu, l'eau, la terre,
Tout ça, c'est à l'intérieur de nous. Alors, du fait de projeter tout ça, ça recréait le pont de création. Mais en même temps, ça me rassurait de savoir que c'est pas séparé de moi, que toutes ces choses-là ne sont pas en dehors de mon esprit. Les éléments ne sont pas en dehors de l'esprit. Mais tu posais, si tu permets, tu posais un geste qui... Parce que tout à l'heure, on parlait d'art premier, mais Anouchka, elle posait un geste fondamental. Elle se peignait le corps, puis elle imprimait son corps. Elle imprimait ses mains, ses bras, son corps sur ses tableaux. Puis après ça, elle retravaillait, puis elle repeignait. Mais tu avais un rapport physique direct. Ah oui, je me suis... Tu avais ce besoin d'incarnation-là. Le côté sauvage, là, j'étais une vraie sauvage. J'étais vraiment... Je m'enduisais de peinture, puis je m'imprimais sur la toile, puis je peignais avec mes mains la couleur. C'était une danse, vraiment une danse. J'ai imprimé Stéphane souvent. Moi aussi. Moi, j'y ai passé. il était vraiment écœuré à un moment donné. Hein? Non, mais c'est parce qu'il y a quelques années, j'en revenais un peu. À un âge mûr, je lui ai demandé de faire ça, tu sais, puis là, niette, là, c'est assez. Ce que je vois comme lien, c'est que c'est un peu aussi la démarche en parallèle de Taluik, hein, quand il devient incarné, là, tu as nommé ça, hein. Tu t'es plus incarné dans la matière, oui. dans le corps. Ah, oui, oui. Oui. Le lien entre le trait sacrum et le trait sacré, c'est la même filiation, beau, finalement. C'est parti d'un endroit, mais on voit aussi peut-être dans certaines de tes toiles, là, en ce moment, là, des retombées de cette transformation qui a pris du temps à intégrer. Là. Alors, ce que je trouve intéressant, et si tu permets, je passe la parole un peu à Stéphane. Stéphane, tout à l'heure, on parlait de ton coup de cœur envers le roman, qui est devenu un roman graphique, Taluik, dans le personnage auquel tu t'es identifié, parce qu'il y avait cette humilité. Et il y a un mot très simple qui vient en connotation étymologique avec humilité, c'est humus. Quelqu'un qui est proche de la terre, qui est prêt à apprendre, qui est prêt à écouter, sa grande réceptivité. Toi, dans ta posture, qui n'est peut-être pas zen, mais ta posture d'inspiration, il y a ça. Quand tu es devant un canevas qui va devenir une toile, comment es-tu? En fait, je ne sais même pas. Je me lance à l'aventure. Je ne sais pas du tout où je m'en vais. J'y vais parce que je sais que l'intelligence de la vie est en action, que je n'ai pas besoin d'intellectualiser, que, que tout simplement mon corps, mon esprit inconsciemment vont tout faire pour faire du sens. Puis tu sais, toute œuvre, peut-être que je... En tout cas, oui. Donc, le sens vient automatiquement, l'intelligence vient automatiquement. Il suffit de s'abandonner. Alors, c'est un abandon. Comme l'élève qui reçoit l'enseignement de son maître, qui met pas qui essaie pas de le faire rentrer dans un cadre, mais qui l'accueille. Puis notre maître zen, on l'a fréquenté pendant quand même 10 ans, il nous disait que la réflexion, c'était de laisser la chose devant son cœur, puis de laisser, de ressentir. Réfléchir. C'est ça. L'enseignement qu'on recevait, on n'avait pas à l'apprendre par cœur, on avait à le mettre devant. Oui, c'est l'apprendre par cœur en réalité. Par le cœur. Par le cœur. Suivre son cœur. Pas par le mental. Suivre son cœur. Suivre son cœur. Le mettre devant et le suivre. Alors, c'est ça qu'on fait. Anouchka comme moi, c'est ce qu'on fait. Mais en même temps, tu as une grande maîtrise graphique qui est magnifique. Puis tu arrives à faire des ponts avec la spontanéité, les couleurs, les mouvements et d'intégrer des choses très, très, très contrôlées d'une certaine façon. Moi, je ne pourrais pas travailler de cette façon-là. Ouais. C'est Mais pour moi, c'est important de faire que l'émotion, autant que l'intellect, parce que c'est ce qu'on est. OK? On est cette espèce de mélange-là où, en fait, c'est l'émotion qui nous commande bien davantage, mais on l'intellectualise. Alors, mes tableaux reflètent ma nature, qui est tout ça. Puis alors, il y a la spontanéité, puis il y a
la spontanéité de l'intelligence du corps. Puis après ça, il y a un travail plus minutieux qui est une espèce de contrôle peut-être plus mental. Mais en fait, qui se construit pas avec une idée. Non, puis il y a quelque chose d'assez étrange, là, Stéphane. Oui, vas-y. Une fois, il a peint un tapis énorme sur un tapis moquette. Il était à 4 pattes. Mais c'est énorme, ça fait toute la... C'était au Salon de design de Montréal, avec un pinceau, mais comme ça, à l'œil. Puis dans le temps, là, il s'est fait opérer pour ses yeux, mais dans le temps, il y avait des verres, des doubles verres, il voyait rien, il était myope depuis qu'il est jeune, comme une taupe. Mais à 4 pattes, il a peint, mais tellement symétrique. C'était plein de lignes symétriques. Donc, en quelque part, c'est à l'intérieur. C'est pas ses yeux, oui, un peu ses yeux, mais c'est une maîtrise qui possède à l'intérieur, qui vient à l'intérieur, parce que c'est pas possible. Comment tu faisais avec tes lunettes pour que ça soit si droit? Les gens pensent que c'est du travail d'ordinateur. Non, on lui pose la question, est-ce que c'est du travail? Les gens n'en croient pas leurs yeux. Ben, je peux partager que j'ai eu ce même réflexe quand je suis allé chez vous, au sous-sol. J'ai vu une toile qui était en phase débutante. En cours, oui. En cours. Ouais. Et là, il y avait un ovale parfait. Je dis, mais t'as fait ça comment? Avec elle, t'as pris un... Non. Non, c'est beau. Donc, je suggère, ça vient aussi spontanément, qu'il y a une forme de géométrie sacrée, ou géométrie... sacrée, on s'entend, c'est rien de religieux, qui fait partie aussi de notre code génétique primordial et que toi, tu transposes sur tes toiles. Je l'ai vu aussi dans la fameuse barque de Talwik, cet ovale parfait, où Talwik se laisse descendre le long de la rivière. Donc, c'est ça, être artiste. Vous canalisez des formes primordiales à travers un prisme qui est votre sensibilité. Et je pense que tu l'as bien nommé, Anouchka. C'est pas une question de contrôle, une question de maîtrise. C'est pas la même chose. Selon moi, là, c'est... Et je vois Marc qui sourit parce que je fais un pont, si tu permets. Quand je t'ai posé la question, Stéphane, où es-tu quand tu as l'inspiration? Je ne sais pas où je m'en vais. Ça me fait penser que ça ressemble un peu à une posture méditative. On est dans la non-pensée pour ensuite être dans le geste intelligent. Tout à fait. Et celui que je considère personnellement comme le plus grand peintre du XXe siècle, Paul Klee, disait de toute façon, tout artiste qui n'est pas uniquement pictural, ça peut être musicien, ça peut être... est à la recherche de la source. Die Quelle en allemand, la source fondamentale. Et quelque part, il y a tout ça. L'artiste est là avec son labyrinthe intérieur, son silence intérieur, sa créativité, ses angoisses, ses perceptions diverses, et il projette tout ça sur la toile, mais à la fois, il est dans un chemin. Et inconsciemment, automatiquement, naturellement, comme dirait mon cher maître Zen, il cherche en quelque sorte cette vérité-là, au-delà de ce qu'il projette sur la toile. Et c'est pour ça que c'est tellement important de voir dans les musées, je trouve, les toiles pour de vrai. Autrement, comme carte postale, comme un beau livre, etc. Que sur un écran. Ou sur un écran. Ouais. Parce que tout d'un coup, on voit le silence créatif projeté. Je fais tout un chapitre dans Éloge du silence sur cette histoire-là. On voit, tu regardes un Van Gogh, tu vois tous les tourments de Van Gogh, et son immense créativité et son génie absolu, qui te parle en direct de la toile, un silence qui rentre dans ton propre silence si tu sais bien regarder, et qui t'éveille en effet complètement. Et je pense que c'est ça ce qu'il y a de magnifique dans le travail de l'artiste, de ces artistes-là, bien sûr, dont on vient de voir les images, mais c'est ça, c'est cette quête qui est là encore initiatique et qui permet de nous apprendre des choses sur nous-mêmes en même temps, parce qu'évidemment, nous ne sommes pas eux, mais quelque part, on est tous pareils dans cette quête. Il y a des traductions différentes. Donc c'est très, très beau, très...
C'est une facette de nous-mêmes. Voilà, c'est ça. L'autre est une facette de nous. C'est ça, exactement. Et voilà, et c'est pour ça que c'est tellement important de respecter l'art. Mais de s'ouvrir à l'art. Et de s'ouvrir à l'art, et d'ouvrir les enfants à l'art. Et de, voilà. Puis de découvrir qu'on est tous créatifs. Oui, absolument. L'humanité est d'une créativité incroyable. Regardez l'univers dans lequel on vit. On est la création, puis on est le créateur. On est tout en même temps. Puis tout ça. C'est une des qualités fondamentales de la vie elle-même que d'être créative. On est sur une planète qui est... mais l'univers est une création. C'est la vie, ça. C'est la vie. Puis c'est notre connexion à ce pouvoir-là de l'intelligence, OK? Comment il dirait, de la vraie nature, mais on peut dire de la vie, de Dieu. Appelons ça comme on veut. Mais c'est cette connexion-là qui est absolument extraordinaire dans la vie de l'artiste, mais qui fait partie de la vie de tout le monde, mais qu'on ne sait pas reconnaître. Parce qu'on crée avec notre esprit. Parce que comment on interprète le monde crée notre vie. Oui. Comment les étiquettes qu'on met sur les choses, comment on les nomme, transforment la réalité. Qu'on est tous des créatrices ou créateurs par défaut. On est tous, puis on s'en rend pas compte. L'esprit est comme celui d'un peintre. Tu te souviens? Oui. De Thich Nhat Hanh, il parlait quand il était jeune, il avait appris un sutra, qui disait « Notre esprit est pareil à celui du peintre qui crée des mondes, mais qui ne sait pas, qui crée des mondes. Oui. » Mais on crée ces mondes. Ou le mythe de l'arbre à souhait. Ah oui. L'espèce de conte de l'arbre à souhait. Mythe hindou. Oui, c'est une histoire hindoue où un type se retrouve sur un arbre, puis il commence à penser une chose, puis qu'elle apparaît, puis une autre, puis il se gâte, il se fait apparaître un repas extraordinaire, puis après ça, il se met à avoir des peurs. Puis là, ces peurs apparaissent aussi. Ça devient... Il se fait lui-même son enfer. C'est la même... En fait, le pouvoir dont on dispose tous, c'est comment on aborde la réalité. C'est notre façon d'aborder la réalité qui va changer notre réalité. Notre regard sur le monde fait toute la différence. Un physicien quantique ne dirait pas autrement. Voilà. Ce qu'on observe influe sur la chose observée. C'est une façon polie de dire qu'on est dans un univers de participation. Quand on regarde avec bienveillance, avec amour, les œuvres, les créations, on participe d'une co-création. Ou simplement de dire que ce qu'on donne, c'est ce qu'on reçoit. C'est tout le temps, le don, c'est la réception. C'est le même mouvement tout le temps. Si vous projetez sur le monde la bonté, si vous projetez de l'amour, ça va vous revenir comme ça. Si vous projetez la peur, vous allez recevoir le résultat de votre peur. Et la violence aussi. Même chose, c'est ça, exactement. On ne peut pas penser que la guerre va régler la guerre. C'est pas vrai. C'est impossible. Marc de Smet, tu parlais tout à l'heure de l'importance de l'art, mais pas n'importe quel art. Est-ce que tu fais une préférence, une forme d'art reliée à la spiritualité, ou est-ce que tu as une... Quand tu disais l'importance de l'art plutôt? Tu sais, on est tous touchés par des formes d'art différentes. On ne va pas avoir le même goût pour les mêmes livres, les mêmes films, les mêmes peintures, les mêmes musiques. Ce qui est important, c'est d'être, je pense, curieux et puis d'aller vers ce qui résonne en nous. Donc moi, je peux être aussi bien sensible à de l'art du Moyen-Âge, à de l'art psychédélique, à de l'art très moderne, certaines choses, tu vois. De la même façon, les musiques ethniques, comme les musiques classiques ou les Rolling Stones. Voilà, on va vers ces goûts, et ces goûts nous enseignent des choses et quelque part, nous confortent, mais à la fois nous apprennent quelque chose, nous font avancer, parfois nous déstabilisent, parfois... voilà, donc... C'est ça qui est merveilleux dans la multiplicité des arts et des formes de création, c'est qu'on peut choisir. Hein. Quand on entre dans une librairie,
on a ça devant soi, et puis on va aller vers un certain livre avec une certaine quatrième qui va nous... Et là, tu sais, tu me donnes les mots pour présenter justement et faire référence à un de tes livres, c'est Éloge du silence, qui est publié par Albin Michel, qui était, je crois, réédité 17 fois. Oui. Il y a 2 magnifiques chapitres là, ils sont tous pas mal, très bien. Voilà, il y en a 2 qui m'ont ému quand tu parles justement de ta rencontre dans un musée avec Van Gogh, que tu avais en carte postale dans ta chambre, mais c'est le choc oui, c'était de en le effet, voir dans un musée qui a été renversant. Je fais une passerelle avec nos 2 artistes. J'avais vu, grâce à Jean Rivet, qui est le promoteur de cette rencontre, Jean Rivet de Vox Populi, j'avais vu sur Internet vos vidéos magnifiques, vos photos de toile, mais quand je suis allé chez vous et que j'ai vu vos créations en vrai, en live, quel choc! Ça a rejoint l'avantage. Au cœur. Donc oui, je pense que c'est ça qu'on a simplement essayé de faire aujourd'hui. Au-delà de cette rencontre, c'est créer un cœur commun que j'espère vous avez pu sûrement ressentir, recevoir, vibrer avec ça. Ton art à toi, beaucoup, Marc, c'est l'écriture. Ta forme d'expression. Ma forme d'expression, c'est l'écriture. Beaucoup. Beaucoup non, parce que je suis très mangé, dévoré par mon métier d'éditeur, qui bouffe ma fonction d'auteur. Mais j'aime écrire. Donc voilà. J'essaie d'écrire des choses un peu essentielles que j'ai vraiment vécues et partagées. C'est rare que je fasse des fictions. Là, c'est une fiction, mais c'est assez rare. Là, je suis en train de m'attaquer à une nouvelle fiction parce que je n'ai pas envie de faire un essai compliqué. Non pas qu'Éloge du silence soit compliqué, mais je veux parler de la conscience. Alors, c'est un vaste sujet et je me suis dit, tiens, je vais essayer d'en parler par une fiction. Et voilà, je suis là-dedans. Ça me prendra, je pense, un peu de temps. Mais sinon, oui, j'aurais pu aussi, j'ai retrouvé à la mort de ma mère et de mes parents, de mon père, un cahier de dessin que j'avais fait, je devais avoir 6-7 ans, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je serais incapable de dessiner aussi bien et de peindre aussi bien, c'est sur les trucs à 4, là, comme ça, etc. Aujourd'hui, des arbres... Moi, je ne crois pas à ça. Peut-être, je devrais m'y remettre. Mais tu vois ce que je veux dire? Et ce que Stéphane disait tout à l'heure est très vrai, c'est-à-dire qu'on a tous en nous une part comme ça de possibilités et que je crois qu'il faut que chacun d'entre nous trouve son art, en quelque sorte, sa façon de s'exprimer, sa façon de donner quelque chose, puisqu'il s'agit aussi de ça, sa façon d'exprimer, de jeter quelque chose en dehors de soi, ce qui n'est pas évident, mais qui fait beaucoup de bien. Voilà, c'est... Souvent les gens me disent en tant qu'éditeur, ben oui, vous refusez beaucoup de textes, etc. D'abord parce qu'on ne peut pas tout publier. Moi, je ne publie par exemple que des coups de cœur. Donc c'est... Voilà. Mais je leur dis, mais ce qui est important, c'est que vous ayez exprimé ce que vous avez à dire. Et maintenant, c'est facile de l'exprimer et de le répandre sur la toile, parce qu'il y a tous les organismes qu'on peut pour ça, mais ce qu'il faut, c'est dire. C'est-à-dire, c'est peindre, c'est faire de la musique, quelle qu'elle soit, même si c'est gling, 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 on y va. Et puis, c'est y aller pour devenir un petit peu, ne fût-ce qu'un petit peu, créatif, mais laisser s'exprimer cette part de soi. Ça me paraît très, très important. Parce qu'on découvre, parce qu'en fait, au départ, c'est une quête de soi, là. On essaie de se découvrir à travers là. Puis qu'est-ce qu'on fait? On fait une première image, là, on la regarde, là, on la juge, on l'évalue, ou en tout cas, on prend... Mais même si on n'a aucun jugement, on la met de côté. Le lendemain, on retrouve devant une autre surface, on va faire quelque chose qui va être différent. T'sais,
En fait, on se découvre, puis finalement, on se recrée parce qu'on travaille, puis on découvre tous les processus intérieurs, mais aussi on apprend à les utiliser, oui, à se recréer soi-même. On se recrée, à se réinventer continuellement. Puisqu'on est des êtres, essentiellement des êtres créateurs, notre premier travail, il est à l'intérieur. Puis dire que tout, pour qu'un livre existe, un moment de livre existe, il faut qu'il retourne à la vacuité pour qu'il réapparaisse. Chaque chose doit retourner. Puis ça, on ne s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte que c'est vraiment tellement rapide. Les choses retournent, le vide est forme, la forme est vide. Puis c'est tellement rapide. Donc, c'est comme les images d'un film. Absolument. C'est comme... Donc, on se recrée. On est tout le temps... Tu sais, quand j'ai eu cette montée puis que j'avais tellement peur, tu m'as dit, mais on est déjà dans le vide. Tu me prenais... Ça, exactement. Puis je me souviens, tu me disais, ça, on est déjà... On baigne là-dedans. On ne peut pas tomber. Oui, c'est ça que tu m'avais dit. On ne peut pas tomber, on est déjà... On flotte dans le vide. Je me souviens quand tu avais dit la peur de tomber, c'est ce qui crée, ce qui crée notre enfer. Mais en réalité, on peut tomber où? En tout cas, nulle part. C'est ça. Mais en même temps, on a tellement d'empreintes du passé, nos parents, les guerres, qui sont comme dans une mémoire corporelle. Puis il y a tout un processus de nettoyage aussi qu'on doit faire. Puis c'est long tout ça. Il faut accueillir tout ça. Puis c'est une belle aventure. C'est une longue et belle aventure dans laquelle tout le monde, nous sommes tous et toutes. C'est une aventure d'expression, de guérison, de libération, dans tous les sens du terme. Et dans mon cas, et tous ceux qui nous ont regardés, c'était une belle aventure du cœur. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous trois, Anushka Graven-Galushko, Stéphane Daigle, Marc de Smet, auteur, éditeur de ces deux magnifiques livres, notamment. Et Richard Talwick. Et Lettre à Léonore. Et toi? Moi, j'étais à votre écoute pour tu nous as bien suscité. Oui. Ben, j'étais votre écoute parce que je suis un peu comme Marc de Smet, dorénavant et depuis longtemps. Tout ce que je fais, c'est par cœur et par coup de cœur. Donc, c'était un coup de cœur de vous recevoir, puis un privilège. Merci à vous tous. Merci infiniment. Et merci à vous tous et à vous toutes.